Il lui cria dessus, l'accusa et la menaça de la faire sortir. Mais quand la vieille femme sortit calmement son téléphone et appela son fils, le vol ne se contenta pas de s'interrompre. Il ne décolla jamais. À 78 ans, Élise Marais n'était pas du genre à faire des vagues. Ce voyage n'était rien d'extraordinaire. Un aller-retour simple de Saint-Paul à Montréal pour rendre visite à sa sœur convalescente. Elle était arrivée tôt, comme toujours, avait imprimé son billet, passé la sécurité sans problème, et s'était dirigée vers la porte B22. Le personnel au sol n'avait rien dit quand elle avait demandé poliment si elle pouvait garder son siège côté hublot. Une fois à bord, valise à roulettes bien rangée, elle s'était dirigée vers le siège 12A. Mais un homme y était déjà assis, casque sur les oreilles, regard perdu par le hublot. Élise s'était arrêtée, vérifié sa carte d'embarquement, puis s'était tournée vers le personnel de bord. Un agent blond, grand, au visage rigide, s'approcha. Son badge indiquait simplement « Halley ». « Excusez-moi », avait-elle dit avec un sourire paisible. « Je crois qu'il y a eu une confusion. J'ai été assignée au siège 12A. » Halley ne prit même pas le temps de regarder son billet. « Non, non, madame, vous devez vous asseoir au fond, dans les rangées arrière. » Elle cligna des yeux. « Je suis bien en 12A, vous pouvez vérifier si vous voulez. » Il fronça les sourcils, haussa le ton. « Il y a eu un changement au comptoir. Asseyez-vous là où on vous dit, sinon je vais devoir vous faire débarquer. » D'autres passagers levèrent les yeux. Certains regardèrent fixement, d'autres détournèrent le regard. Élise, elle, resta droite, sans hausser la voix. « Monsieur, je vous demande simplement de scanner ma carte. » « J'aimerais comprendre. » Il avança d'un pas, croisa les bras. « Vous refusez de suivre les instructions d'un membre d'équipage? C'est un délit fédéral. » Là, quelque chose changea dans les yeux d'Élise. Pas de la colère, de la détermination. Elle sortit son téléphone, appuya sur un nom. Le téléphone sonna 2 fois. Il répondit immédiatement. « Maman? Que se passe-t-il? »« Julien, j'ai besoin de toi. » Son fils, Julien Marais, avocat spécialisé dans les droits civiques à Montréal, changea immédiatement de ton. « Raconte-moi tout, dit-il calmement. Elle expliqua brièvement. « L'homme dans mon siège. L'agent refuse de scanner ma carte. Il me parle comme si j'étais une criminelle. » Des murmures s'élevèrent dans la cabine. Une femme derrière elle chuchota. Elle n'a rien fait. Un jeune homme près du couloir hocha la tête. Le téléphone d'Élise était toujours à son oreille. Julien parlait maintenant plus fort. « Dites-lui que vous parlez à votre avocat. » Halley s'arrêta net. « C'est un appel? »« Oui, dit Élise, posément. Avec mon avocat. » Il leva les sourcils, l'air dubitatif. « Et qui est votre avocat, madame ?» La voix résonna dans l'appareil. « Julien Marais, Division des droits civiques, Barreau de Montréal. Je vous conseille de réfléchir avant de continuer. » L'agent ne répondit pas, mais pivota vers l'avant de l'appareil. Il murmura quelque chose dans son talkie-walkie. Quelques passagers commencèrent à enregistrer avec leur téléphone. La tension dans la cabine était devenue palpable. Élise ne bougeait pas. Droite, calme, silencieuse. Un autre agent, plus âgé, s'approcha. Ses cheveux grisonnaient, ses gestes étaient mesurés. « Puis-je voir votre carte, madame ?» demanda-t-il avec douceur. Elle l'attendit. Il la scanna, vérifia quelque chose sur sa tablette, fronça les sourcils. « Vous êtes bien en 12A, confirma-t-il. Un changement de dernière minute, confirmé dans le système. Un silence pesant envahit la cabine. Halley revint. « Ce n'est pas possible, il y a un autre nom dans le manifeste. » L'agent plus âgé secoua la tête. « Elle est bien assignée ici. » Le changement a été validé il y a 1 heure. Les passagers se mirent à murmurer. Une femme en hoodie jaune se leva. « J'ai tout vu. Elle a été polie. C'est lui qui s'est emporté. » Halley tourna les talons, rouge de colère, et s'éloigna vers l'avant. Élise s'assit sans un mot, téléphone toujours en main. Julien disait « Je m'en occupe. Garde ton calme. » Mais le calme d'Élise, c'était toute sa force. À Montréal, Julien était déjà en ligne avec les avocats de la compagnie aérienne. « Vous avez menacé une femme âgée, humiliée devant une cabine pleine. J'ai des vidéos, des témoins, une preuve claire de discrimination. » Le représentant juridique de la compagnie balbutia. « Nous allons prendre connaissance du dossier. Faites vite. Si ce vol décolle sans intervention, votre compagnie fera face à des poursuites avant même d'atteindre l'altitude de croisière. » Sur l'appareil, le commandant prit la parole. « Mesdames et messieurs, en raison d'un incident à bord, nous retournons à la porte. Merci de rester assis. »
Un frémissement parcourut les passagers. Certains hochèrent la tête. D'autres échangèrent des regards lourds de sens. Élise regardait par le hublot, les mains jointes. Une jeune hôtesse s'approcha d'elle, visiblement nerveuse. « Je suis désolée, madame. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous ne méritiez pas ça. » Élise la remercia d'un léger sourire. « Vous êtes restée si digne, » dit la jeune femme, presque à voix basse. Quelques minutes plus tard, à la porte, 2 agents de sécurité montèrent à bord. Derrière eux, une superviseure en uniforme, le regard déterminé. « Monsieur Halley, vous devez nous suivre. » Il tenta de garder contenance, mais sa mâchoire se crispa. Il quitta la cabine sans un mot. Les passagers le suivirent du regard. Personne ne parla, mais certains levèrent le poing discrètement en direction d'Élise. La superviseure revint. « Madame Marais, dit-elle, nous vous présentons nos excuses les plus sincères. L'agent concerné ne poursuivra pas ce vol. Vous n'avez rien fait de mal. » Élise la fixa. « Pourquoi faut-il appeler un avocat pour être écouté ?» La superviseure ne répondit pas. Juste un silence lourd, presque pesant. Une tension flottait, intangible mais écrasante. Plus tard, une hôtesse revint. « Nous aimerions vous proposer un siège en première classe, dit-elle. Pas comme récompense. Juste pour plus de calme. » Élise accepta. Elle n'avait pas demandé le calme, mais elle avait compris que parfois, on vous l'offrait pour étouffer le bruit que vous aviez fait malgré vous. Quand elle passa dans l'allée centrale, des passagers hochèrent la tête. Certains la saluèrent en silence. Une femme lui glissa un mot. « Vous nous avez rappelé ce que c'est que la dignité. » En un an, Élise s'assit et regarda la cabine. Ce n'était plus un avion. C'était une scène, et tout le monde l'avait vue. Ses gestes, ses silences, son regard levé. À Montréal, Julien regardait les vidéos déjà virales. 30 000 vues, des hashtags, des appels à la responsabilité. Sa collègue demanda « On publie une déclaration ?» « Pas encore. Laissez mijoter. » Tu veux dire que parfois, le silence attire plus l'attention que 1000 mots. Pour l'instant, c'est pas à nous de parler. Quand l'avion atterrit, Élise avait reçu des dizaines de messages, certains de connaissances lointaines, d'autres de parfaits inconnus. Une femme de Québec écrivit « Ma mère a ton âge, et j'espère qu'elle aura ta force si un jour elle en a besoin. » Un ancien enseignant envoya une lettre. « Vous avez résisté sans crier, vous avez montré ce que veut dire être fort. » Un enfant de 8 ans envoya un dessin, une vieille dame tenant tête à un géant. Il avait écrit en majuscule « T'es un héros ». À l'aéroport, une représentante de la compagnie l'attendait. Un badge bien serré, un sourire d'excuse. « Madame Marais, nous vous présentons nos excuses. Voici un bon pour un futur vol. » Élise haussa les sourcils. « C'est tout? » « Nous révisons aussi nos protocoles internes. »« Avez-vous vu la vidéo ?» demanda-t-elle. « Oui. Et vous pensez qu'un bon suffit ?» La représentante ne répondit pas. Pas vraiment. Juste un hochement de tête et un sourire qui se fissura. Le silence de la vieille femme était plus tranchant que n'importe quel discours. Elle tourna les talons, sa valise claquant doucement derrière elle. Chez elle, Élise retrouva sa petite fille, qui avait dessiné un panneau de bienvenue avec des crayons de couleur. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que sa grand-mère avait vécu quelque chose. Elle lui montra le dessin avec fierté, une grand-mère avec une cape rouge et des bottes dorées. « C'est toi, mamie. » La plus forte. Élise sourit, les yeux embués, et l'étreignit longuement. Elle ne lui parla pas de l'aéroport, pas encore, mais elle lui dit « Ne baisse jamais les yeux pour faire plaisir à ceux qui veulent que tu sois petite. » Plus tard dans la soirée, Élise s'assit à son bureau. Elle ouvrit son carnet et écrivit, d'une main lente mais assurée. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire, c'est rester assise quand tout le monde veut qu'on s'efface. Elle ne partagea pas cette phrase. Pas encore. Elle la garda, pour elle, pour la vérité, parce qu'on ne devient pas un symbole volontairement. Mais parfois, en refusant de bouger, on fait trembler les murs du silence. Le lendemain, un journaliste appela, puis 2, puis 10. On voulait l'entendre, l'inviter sur des plateaux, l'élever, la faire parler. Élise refusa. Chaque fois, ce n'était pas son histoire qui comptait, pensait-elle, c'était ce qu'elle avait révélé chez les autres, chez ceux qui regardaient, qui jugeaient, qui restaient silencieux quand une vieille femme était accusée, humiliée, soupçonnée, pour avoir simplement existé. Mais les appels continuèrent, et un matin, devant sa porte, il y eut un bouquet. Puis une lettre,
signé par des membres d'un collectif de jeunes femmes noires. Ce que vous avez fait, ce que vous avez tenu, nous le portons maintenant. L'espace que vous avez ouvert, nous le remplirons. Ce jour-là, Élise sourit pour de vrai. Pas pour la presse, pas pour faire bonne figure, pour elle. Mais l'histoire n'était pas finie. 2 semaines plus tard, une note anonyme fut glissée sous sa porte. Elle ne disait qu'une chose. Ce n'est pas fini. Vous avez humilié des gens puissants. Faites attention. Élise resta debout longtemps, la note dans la main. Puis elle alluma la lumière du salon, sortit son vieux téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait plus utilisé depuis des années. Quand la voix répondit, grave, lente. « Élise ? Oui, il faut qu'on parle. Ils reviennent. J'ai besoin de savoir si tu es encore avec moi. » Le lendemain, des journalistes reçurent un mail crypté. Une vidéo, jamais vue. Une conversation captée par erreur entre 2 superviseurs, dont l'un disant « Si elle parle, on est mort. Il faut qu'elle se taise. » Le mail n'était signé que par une initiale, E. L'histoire bascula. L'enquête prit une autre tournure. Ce n'était plus juste une affaire de discrimination. C'était une dissimulation, une peur, un réseau. Et Élise, l'ancienne, la fatiguée, la silencieuse, devint ce que même elle n'avait jamais osé imaginer, un détonateur. Pas parce qu'elle l'avait cherché, parce qu'elle avait dit non, juste une fois. Et parfois, une seule fois suffit à faire tomber tout un mur. Quand elle retourna dans le salon, sa petite fille lui demanda « Tu fais quoi, mamie ?» Et Élise répondit, en regardant la lumière danser sur les murs. « Je dis la vérité, mon cœur. Et maintenant, je n'ai plus peur. »